Bonjour, dans votre cours compilation pour les étudiants de la LFIG 3, nous allons aujourd'hui présenter en détail la phase d'analyse lexicale. Pour les participants, vous pouvez prendre la parole pour répondre à des questions ou pour poser des questions. Je vais enregistrer le contenu de toute cette conversation afin de le mettre à votre disposition, surtout pour ceux qui n'ont pas pu assister ou pour ceux là où il y a des problèmes techniques au niveau de la connexion Internet. Vous aurez la possibilité d'avoir le contenu de toute cette conversation. Par la suite, je vais héberger la vidéo sur YouTube et vous aurez l'accès. Je commence la présentation de ce chapitre. Donc, le chapitre 2, analyse lexicale. Vous pouvez prendre la parole pour poser des questions si vous avez besoin. Alors, Chapitre 2, analyse lexicale. C'est la première phase au niveau de la compilation. Et nous allons commencer à présenter cette phase en détail une fois qu'on aura tous les présents déjà. D'accord? Donc nous allons entamer cette phase d'analyse lexicale. Essayez s'il vous plaît juste d'être présent un peu en avance pour qu'on puisse démarrer. Alors, pour l'analyse lexicale, nous avons déjà parlé de ça au niveau de l'introduction. Nous avons parlé que c'est la première phase au niveau de la compilation. Et surtout, nous avons dit qu'au niveau de cette phase, le compilateur va traiter le code écrit par le développeur si nous sommes en train d'effectuer une compilation pour un programme ou le langage utilisé mot par mot. Alors, dans un premier chapitre, nous avons déjà présenté une introduction à la compilation au niveau de laquelle nous avons présenté la compilation comme une fonction de transformation. Nous avons présenté le compilateur et le langage de programmation. Et nous avons aussi présenté les diverses phases de compilation. Si vous vous rappelez bien, on a même présenté un exemple par lequel nous avons même démarré ce cours, au niveau duquel nous avons fait la distinction entre l'analyse lexicale, l'analyse syntaxique et l'analyse sémantique. Et là, on a présenté un exemple là où il y a une erreur lexicale, une erreur syntaxique et un autre là où il y a une erreur sémantique pour que vous arriviez à faire la distinction entre ces diverses phases. Par la suite, nous avons dit que la compilation est une fonction de transformation qui préserve l'équivalence, qui permet en fait de transformer un code source. Si nous sommes en train de traiter un programme, donc c'est un code écrit par le développeur, en un code cible, et c'est un code pour la programmation, le code machine qui va être traité par votre ordinateur. Alors, dans ce chapitre, nous allons donc commencer par une introduction au niveau de laquelle nous allons parler de ce que nous allons traiter tout au long de ce chapitre. Et ça va être, donc dans ce chapitre, nous allons étudier la première phase de la compilation, qui est l'analyse lexicale. Nous allons donner les définitions et notations qu'on aura besoin pour présenter le processus de l'analyse lexicale. Et notre objectif sera de atteindre la mise en œuvre d'un analyseur lexical. Et lorsque je dis mise en œuvre d'un analyseur lexical, ceci veut dire que vous serez, à la fin de ce chapitre, capable à développer un analyseur lexical. Et dans un troisième paragraphe, nous allons traiter, dans une troisième section, nous allons traiter, reprendre les erreurs lexicales. Nous allons citer quelques exemples et nous allons parler comment, au niveau d'un analyseur lexical, nous pouvons introduire une partie qui nous permet de reconnaître les erreurs et pourquoi pas proposer des corrections. Voilà, lorsque vous êtes en train, par exemple, de développer avec un langage de programmation, si je prends le langage C,
Si vous écrivez un code en langage C, par la suite, lorsque vous allez cliquer sur compiler, le compilateur va détecter les erreurs. Par exemple, s'il va vous détecter quelques erreurs lexicales, il va vous indiquer des propositions de correction. Alors, si nous avons bien compris comment ça fonctionne pour détecter, pour effectuer l'analyse lexicale et détecter les erreurs lexicales, ceci veut dire qu'on aura la possibilité aussi de comprendre comment le compilateur pourra nous proposer des corrections. Par exemple, si vous êtes en train d'écrire un texte en langue française sur Word, et si vous avez un mot qui est signé en rouge, lorsque vous allez cliquer avec le bouton droit de votre souris, vous allez avoir plusieurs propositions de correction. Et là, déjà, pour Word, à votre avis, comment pour ce programme, on a la possibilité de proposer ces diverses propositions de correction? Donc, peut-être, si on se réfère sur la technique d'analyse lexicale pour le langage français, on a la possibilité de vérifier au niveau du dictionnaire. Si vous vous rappelez de notre exemple là où on a dit que l'analyse lexicale pour les langages comme la langue française, il suffit de vérifier que le mot existe au niveau du dictionnaire et le comparer si le mot existe au niveau d'une base de données, là aussi écrit donc tous les mots sous forme d'un dictionnaire. Ceci veut dire que donc le mot est lexicalement correct. S'il n'y a pas ce mot, donc il y a une erreur lexicale. Vous êtes bien d'accord? Alors, si c'est bien le cas, comment, si j'ai un mot qui est déjà signé en rouge, ceci veut dire que le mot n'est pas lexicalement correct, mais quand même, avec le programme, vous allez trouver 2 ou 3 propositions de correction et que vous êtes en train de les utiliser de manière quotidienne. Ma question, à votre avis, comment on pourrait programmer cette proposition de correction? Il y a un autre invité, donc là on va l'accepter et reprendre notre présentation. Alors, je reprends avec la présentation. On a dit que pour effectuer donc les corrections, comment on pourrait programmer ça, c'est-à-dire comment, par exemple, Word pourrait proposer le programme de Word, comment c'est au niveau du compilateur, comment il pourra proposer des corrections possibles pour celui qui a écrit le texte en utilisant ce logiciel. Alors, je commence par donc le premier paragraphe, là où nous allons présenter des définitions et notations. Nous avons bien parlé de ça afin de vous préparer pour le TP. C'est pour ça que je vais aller un peu vite au niveau de ma présentation, mais si vous avez des questions, on pourrait donc les traiter en détail. Alors, pour les définitions et notations, je commence par une première définition. Et là, nous allons définir l'analyse lexicale comme première phase de la compilation. Et nous pouvons retenir cette définition. L'analyse lexicale assure principalement 3 tâches. La première est principale et les 2 autres sont, on dit, secondaires. Et je commence par la première, celle qu'on a traitée au niveau de le premier chapitre de l'introduction. C'est la lecture des caractères d'entrée afin de produire comme résultat une suite d'unités lexicales. Cette suite d'unités lexicales sera exploitée et traitée par l'analyseur syntaxique par la suite. Donc on a dit qu'elle va prendre le code écrit mot par mot, elle va prendre chaque mot appartenant à ce code et elle va produire comme résultat une suite d'unités lexicales. Par exemple, le mot 1 appartient à l'unité lexicale identificateur, le mot 2 il peut appartenir à l'unité lexicale mot-clé et ainsi de suite.
Et ce résultat, qui est la suite des unités lexicales, sera par la suite envoyé à la deuxième phase analyse syntaxique pour qu'elle puisse vérifier si le code qui a été le langage qui a été écrit par le développeur est grammaticalement correct, oui ou non. Alors, ça, c'est ce qu'on a vu au niveau de l'introduction, mais j'ai dit qu'il y a deux autres phases qui appartiennent quand même à la phase de l'analyse lexicale. Ces deux points donc sont secondaires. Ces deux points sont bien secondaires, mais ils appartiennent à cette phase et ils sont effectués dans cette phase. Et parmi un de ces deux points, il s'agit de supprimer les commentaires. Donc, par exemple, tout ce qui est commentaire va être supprimé au niveau de la phase de l'analyse lexicale, comme les commentaires ne doivent pas par la suite impacter l'exécution du programme. Et par suite, ils doivent logiquement être supprimés. Et aussi, elle va supprimer tout ce qui est tabulation, c'est-à-dire lorsque vous êtes en train d'écrire un programme en langage C, si vous allez mettre plusieurs espaces, ces espaces vont être ignorés au niveau de la compilation. Alors vous allez dire comment nous allons distinguer si le mot appartient à une unité lexicale ou une autre. Je vous dis que ça sera principalement avec les séparateurs et avec l'ordre, si vous vous rappelez bien, entre les unités lexicales que nous allons donner. Et aussi, lorsque vous tapez sur retour à la ligne à la fin d'une instruction, le retour à la ligne ne sera pas pris en considération, il sera supprimé lorsque vous allez donc effectuer l'analyse lexicale. Ces retours à la ligne vont être effectués, donc vont être reconnus à travers les séparateurs, comme chaque instruction doit finir par exemple par point-virgule. Donc ça va nous indiquer que cette instruction prend fin avec ce point-virgule. On n'aura pas besoin de reconnaître qu'il y a un retour à la ligne. Alors, il y a aussi la génération du numéro de ligne va être effectuée automatiquement sans que celui qui est en train d'écrire un programme l'a demandé ou l'a fait. Il y aura donc une numérotation de toutes les lignes afin que lorsqu'il va détecter une erreur, il pourra vous signaler qu'il y a une erreur précisément au niveau de la ligne 30 ou 31 ou 32. Donc, lorsque vous allez effectuer la compilation au niveau de la phase de l'analyse lexicale, on commence par supprimer tout ce qui est commentaires, tabulation, fin de ligne. Par la suite, on va accorder à chaque ligne développée par celui qui est en train d'écrire un programme. Donc, au niveau de chaque ligne, nous allons associer pour chaque ligne un numéro afin de vous aider par la suite lorsque nous allons indiquer qu'il y a un retour. Donc, nous allons vous indiquer là où il y a une erreur en précisant le numéro de la ligne là où nous avons détecté une erreur. Donc, ce sont les trois étapes, les trois tâches qui vont être effectuées avec la première phase de compilation qui est l'analyse lexicale. Donc, la première est principale et consiste à classer chaque mot, lui accorder l'unité lexicale adéquate. Par la suite, le résultat, qui est donc une suite d'unités lexicales détectées, va être renvoyé à la phase d'analyse syntaxique afin d'effectuer une étude grammaticale en se basant sur les unités lexicales détectées. Et au niveau d'une deuxième, troisième phase, ce sont des phases secondaires. La deuxième phase, nous allons supprimer les commentaires, tabulation, fin de ligne. Et au niveau de la troisième phase, nous allons associer à chaque ligne un numéro. Ceci va nous permettre à l'utilisateur de profiter de la signalisation des erreurs en indiquant la ligne là où il y a une erreur, donc à la fin de
le processus de compilation. Alors, c'est quoi une unité lexicale? Comme par définition, donc une unité lexicale est une suite de caractères qui a une signification collective. Alors, comme exemple, nous avons déjà cité l'identificateur. C'est l'unité lexicale que nous allons utiliser pour nommer une variable ou euh, au niveau d'un langage de programmation, nommer une variable ou une fonction. Nous pouvons citer d'autres exemples d'unités lexicales, comme l'opérateur relationnel, là où nous avons inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal, sont des opérateurs relationnels. L'identificateur, nous avons déjà parlé de ça. On pourrait trouver l'unité lexicale mot-clé, là où nous allons trouver par exemple le mot-clé if, le mot-clé else, le mot-clé for, while sont donc des mots-clés. Et comme autre exemple d'unité lexicale, on pourrait citer les séparateurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Déjà, les séparateurs vont jouer le rôle de fin de ligne avec le séparateur point-virgule. Ils vont jouer donc le rôle de séparer deux identificateurs lors d'une déclaration. Lorsque nous allons mettre plusieurs identificateurs, on va utiliser point-virgule. N'oubliez pas que tous les espaces vont être supprimés au niveau de l'analyse lexicale. Alors là, ce sont des exemples d'identificateurs. Nous allons passer maintenant à une autre définition dont nous avons déjà parlé au niveau de l'introduction. C'était principalement pour vous préparer à votre premier travaux pratiques. Et au niveau de la définition, nous avons c'est quoi un modèle. Et on dit un modèle. J'ai mis entre parenthèses comme si c'est équivalent, mais celui qui va nous préparer à écrire une expression régulière et non pas vraiment l'équivalence. Donc, c'est une règle, mais écrite avec la littérature, associée à chaque unité lexicale, UL, et elle doit permettre de décrire sans aucune ambiguïté l'ensemble des chaînes, ensemble de mots, du programme qui peuvent appartenir à cette unité lexicale. Si je donne le modèle de l'identificateur, alors ça doit être une phrase qui va me permettre de déterminer et d'écrire une expression régulière identificateur de l'unité lexicale identificateur sans ambiguïté, et elle va me permettre, donc cette phrase, elle va me permettre de reconnaître que la chaîne des mots qui appartiennent à l'unité lexicale identificateur donc sont bien déterminés à travers cette règle, cette phrase que nous allons la présenter. Alors, règle lorsqu'on parle d'expression régulière, une phrase si on parle de modèle. Alors, comme exemple de modèle, je peux citer M1, un premier modèle, tout de suite non vide de caractères composés de chiffres, lettres ou du symbole tiré bas. Et cette suite de caractères ne doit pas commencer par un chiffre. Alors ça, c'est le modèle pour l'unité lexicale identificateur en langage C. Si je présente un autre modèle, tout de suite non vide de chiffres précédés éventuellement d'un seul caractère parmi plus et moins. Alors, ceci est le modèle des nombres de l'unité lexicale nombre. Alors,
Pour ces deux modèles qu'on a présentés actuellement, M1 et M2, on va vous ajouter un autre modèle. Alors, même si au niveau d'un examen ou d'un exercice, on ne vous donne pas le modèle, vous êtes censé les connaître comme ça a été bien présenté ici en cours. Comme troisième modèle, alors là, c'est pour les réels. Ça va être toute suite non vide de caractères appartenant à l'unité lexicale nombre, suivi éventuellement d'un point et d'une suite vide ou non de chiffres. Donc suivi d'un point et d'une suite qui pourrait être soit vide, soit non, et ça va être une suite de chiffres. Le tout suivi éventuellement et non pas obligatoirement du caractère E, majuscule ou minuscule, d'un lexème correspondant à l'unité lexicale nombre. Cela peut également être un point suivi d'une suite de chiffres éventuellement du caractère E, majuscule ou minuscule, et d'un lexème correspondant à l'unité lexicale nombre. M3, il va tout simplement nous présenter l'unité lexicale réelle. C'est le modèle de cette unité lexicale réelle. Alors, c'est quoi un lexème? Je l'ai déjà utilisé lorsque j'ai parlé de l'unité lexicale identificateur et son modèle. L'unité lexicale, donc nombre et son modèle. L'unité lexicale réelle et son modèle. Donc, nous appelons lexème, on dit aussi token, toute suite de caractères d'un code source vérifiant le modèle MI de l'unité lexicale. Donc, par exemple, alors, si je prends l'unité lexicale identificateur, alors, je peux donner comme nom à une variable var ou tab ou mat. Alors, ces trois exemples représentent des lexèmes qu'on pourrait accorder à l'unité lexicale identificateur. On dit que les lexèmes var, tab, mat, ajouter, vérifier le modèle M1 de l'unité lexicale identificateur. Autre exemple, comme lexème pour l'unité lexicale nombre, nous pouvons trouver moins 10, 2015, plus 15, plus 0. Donc, ça nous permet de ces quatre lexèmes vérifier le modèle M2 de l'unité lexicale nombre. Je prends les divers lexèmes pour l'unité lexicale réelle. Donc là, on a dit qu'on pourrait trouver 55.25 moins 0.25 E3, c'est un réel et ça doit être reconnu comme réel. 10 points, il n'y a pas de suite de chiffres par la suite, c'est pour ça que nous avons dit que suit éventuellement par une suite de chiffres. Et là, c'est moins 4, E, moins 1. Donc, vérifie tous ces quatre lexèmes, vérifie le modèle M3 de l'unité lexicale réelle. Alors, pour ces trois cas auxquels nous pouvons ajouter aussi ce qu'on a présenté lors des séances précédentes, l'unité lexicale mot-clé, l'unité lexicale opérateur relationnel, l'unité lexicale donc séparateur, vous devez pour chacune connaître les lexèmes, connaître les modèles et connaître les unités lexicales. Alors là, on pourrait passer à la section 3 qui est la mise en œuvre d'un analyseur lexical et j'ai dit qu'il s'agit pour la mise en œuvre de l'unité lexicale, il s'agit ici de développer un programme qui nous permet de jouer, qui va, et non pas permettre, qui va jouer le rôle d'un analyseur lexical. Alors,
Pour notre Pour mettre en œuvre un analyseur lexical, pour notre programme qui va effectuer ce travail, donc c'est un compilateur lexical, et pour arriver à le mettre en œuvre, nous allons ajouter la définition, en fait définir la définition régulière. C'est quoi une définition régulière ou un ensemble de définitions régulières? Donc une définition régulière est une suite de définitions de la forme DI égale RI avec I allant de 1 à N. Donc vous pouvez donner un ensemble de définitions régulières que vous voulez de 1 à N sans aucun problème. Là où chaque RI n'est autre qu'une expression régulière. Donc vous allez utiliser la notion d'expression régulière qu'on a étudiée au niveau de la théorie de langage et qu'on a rappelé au niveau des précédentes séances pour donner plusieurs définitions où chaque définition n'est autre qu'une expression régulière sur l'alphabet A union D1 DI-1 et chaque DI est un nom différent. Donc je peux, pour exprimer les nombres, je peux commencer par donner une première définition pour les chiffres. Par la suite, donner une autre définition pour moins et pour plus. Ceci va me permettre à la fin de présenter à travers ces trois définitions régulières, ça va me permettre de définir l'unité lexicale nombre. Si je prends l'unité lexicale identificateur qui est composée de chiffres, lettres et tirets bas, je peux commencer par définir D1 les chiffres. Donc je mets chiffre égal et je mets l'expression régulière relative aux chiffres. Par la suite, je mets une deuxième définition régulière pour donc les lettres. Là où je peux mettre lettre égale et je mets la définition, donc l'expression régulière pour les lettres. Et je peux donc finir par mettre une troisième définition régulière, tiré bas, qui va me permettre de définir l'ensemble singleton de tiré bas. Alors, en fait, vous allez aussi trouver donc un enregistrement de cette vidéo par la suite à votre disposition pour ceux qui sont en retard. Alors, là, on a fini avec la définition de la définition régulière. Comme exemple, donc, j'ai dit qu'on pourrait D1 égale lettre et R1 relative à D1, son expression régulière A ou B ou C ou D ou jusqu'à Z. On pourrait écrire ça, on a dit que je peux écrire A-Z. Ceci me permet d'écrire A ou B ou C ou jusqu'à Z. Majuscule ou minuscule. Et donc, ceci, c'est l'expression régulière des lettres. Donc, j'ai donné une première définition régulière pour les lettres et son expression régulière pour cette définition régulière, c'est A ou B ou jusqu'à Z majuscule, A ou B ou jusqu'à Z minuscule, donc ou entre eux, pour avoir toutes les lettres possibles qu'on pourrait construire au niveau de cette définition régulière. Alors, pour les chiffres, on pourrait donc faire la même chose. D2, c'est une deuxième définition régulière pour les chiffres. R2, c'est l'expression régulière relative à la définition régulière chiffre. Et c'est 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou jusqu'à 9. Et ceci nous donne 0-9, donc tiré avec moins, avec le symbole moins. Ça va nous permettre donc d'avoir l'expression régulière de la définition régulière chiffre. Alors je peux donner comme troisième définition régulière séparateur, donc je vais la nommer sep, et là ça va être son expression régulière simplement le tiré bas.
Pardon. Alors, comme quatrième définition régulière, je peux donner la définition des quatre des identificateurs avec l'expression régulière et cette fois, elle va être R4 exprimée en fonction de D1, D2 et D3. Ça va nous donner, au lieu d'écrire donc les lettres ou donc séparateurs, au lieu d'écrire ici lettres ou séparateurs, concaténées avec lettres ou séparateurs ou chiffres étoiles, on pourrait utiliser D1 ou D3 concaténé avec D1 ou D2 ou D3, le tour étoile, en se basant sur les définitions régulières que j'ai déjà présentées. Alors, l'identificateur, ce n'est autre que lettre ou séparateur concaténé avec lettre ou chiffre ou séparateur étoile, et ceci est bien équivalent à R4. Alors, nous allons ajouter une autre définition, celle d'un attribut, et on dit que c'est un attribut et toute information supplémentaire inutile pour l'analyseur syntaxique, mais utile pour l'autre phase de la compilation. Au niveau de l'analyse lexicale, nous allons détecter, nous allons rencontrer des attributs. Ces attributs ne vont pas donner aucun apport à la phase de l'analyse syntaxique, la deuxième phase de la compilation. Mais ils vont être utilisés par exemple au niveau de la phase de l'analyse sémantique ou au niveau de la génération des codes. Alors ces attributs sont importants à détecter au niveau de la phase de l'analyse lexicale, bien que nous n'allons pas les utiliser au niveau de l'analyse syntaxique, la deuxième phase de la compilation. Et je cite un premier exemple. Le fait de reconnaître les opérateurs relationnels, inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal, cette opération va se faire, donc on va détecter que inférieur appartient à l'unité lexicale OPREL, et la distinction entre inférieur ou inférieur et égal ne donne aucun apport pour la phase de l'analyse syntaxique. Car si vous allez avoir inférieur ou égal, dans tous les cas, vous allez construire un test grammaticalement correct. Donc, pour l'analyse syntaxique, pour elle, il suffit de reconnaître qu'il y a un opérateur relationnel, peu importe qu'il s'agit de symbole inférieur ou symbole inférieur ou égal. Le fait de faire la distinction entre inférieur et inférieur ou égal, qui a un impact bien sûr au niveau des tests effectués et au niveau de l'exécution du code, c'est un attribut qui va être utilisé mais pas au niveau de l'analyse syntaxique. Il ne donne aucun apport à la phase de l'analyse syntaxique, mais entre mètre inférieur et inférieur ou égal, nous allons avoir une différence au niveau des résultats exécutés. Je donne un autre exemple. L'analyseur syntaxique a juste besoin de savoir qu'un lexème, var, tab, mat, ajouté, appartient à l'unité lexicale identificateur. C'est seulement lors de la génération de code que l'on aura besoin de l'adresse de la variable. Et vous savez donc déjà lorsque vous allez par exemple passer un paramètre, donc lorsque vous allez déclarer déjà la variable, une adresse sera associée à chaque variable. Pour l'analyse syntaxique, elle ne s'intéresse pas à cette adresse. Mais lors de l'exécution, l'adresse joue un rôle important, que ce soit au niveau des tableaux, que ce soit au niveau des pointeurs, que ce soit au niveau de passage de paramètres, au niveau des fonctions. Et c'est au niveau de la génération de code que cette opération sera effectuée. Mais pour l'analyse syntaxique, elle ne va pas s'intéresser à la différence. Alors, le fait d'accorder une adresse à chaque identificateur, cette opération donc est un attribut. Elle n'est pas utilisée au niveau de l'analyse syntaxique, mais elle doit être effectuée au niveau de l'analyse lexicale afin d'être
prise en considération lors de la génération de code et l'exécution du programme. Lors de l'analyse aussi sémantique, donc les adresses au niveau du passage de paramètres changent entre le type déjà de la variable, impacte l'adresse utilisée et donc l'analyse sémantique, on a dit qu'elle doit respecter que les divers types accordés aux variables soient respectés au niveau de l'exécution du programme. Alors, l'adresse et le type des variables sont des attributs. Ils vont être utilisés que ce soit au niveau de la génération de code et ou euh, au niveau de la phase d'analyse sémantique, mais ils n'ont pas d'impact au niveau de la phase de l'analyse syntaxique. Pour elle, on a besoin uniquement des unités lexicales. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'au niveau de l'analyse lexicale, on n'a pas uniquement les unités lexicales qui vont être détectées. Les unités lexicales vont servir pour effectuer la phase de l'analyse syntaxique, mais on aura aussi besoin des attributs qui vont être exploités au niveau des autres phases de compilation, commençant par la phase d'analyse sémantique, la génération de code. Donc, ils vont être utilisés, ces attributs, pour effectuer donc une bonne exécution du code, une prise en considération correcte de l'adresse de chaque variable et de la mémoire allouée pour chaque variable au niveau de la phase sémantique. Alors, nous avons dit au niveau de la dernière séance que les expressions régulières vont nous permettre par la suite d'utiliser des automates pour mettre en œuvre un analyseur lexical. Alors, théoriquement, cette opération n'est pas possible sans la propriété suivante. Alors, théoriquement, on n'a pas la possibilité de dire que le fait de présenter un automate est suffisant pour mettre en œuvre une analyse lexicale, puisque l'automate il nous permet de reconnaître si un mot appartient à un langage oui ou non. Alors, ceci au niveau de la théorie, nous avons besoin de dire cette propriété et aussi une autre. Donc, on commence par celle-là. Une expression régulière permet de décrire le modèle MI d'une unité lexicale IL si MI appartenant à un langage et ce langage doit être absolument régulier. Le modèle est formé par un langage régulier LR. Ça, c'est une première propriété auquel nous allons ajouter une deuxième propriété. Tout langage régulier LR peut être reconnu par un automate fini. Donc, si MI appartenant à LR, notre modèle d'une unité lexicale UL-MI est reconnu par un automate fini. En se basant sur ces deux propriétés, nous pouvons conclure que, afin d'effectuer l'analyse lexicale, il suffit de passer par les étapes suivantes. Donc, les étapes qu'on a présentées déjà au niveau de l'introduction, qui sont passer par donner le modèle de notre unité lexicale, par la suite, présenter une expression régulière qui permet de dénoter donc de cette expression. Et une fois nous avons l'expression régulière, et à partir en se basant sur les deux propriétés suivantes, nous avons la possibilité de présenter un automate qui nous permet de dire si un mot M appartient, oui ou non, à l'unité lexicale dénotée par l'expression régulière qu'on a présentée. Alors, ceci nous ramène à une troisième propriété qui dit ce qui suit. Donc, pour implémenter un analyseur lexical d'un code source CS, nous pouvons implémenter un programme simulant un automate. Alors, j'ai dit nous pouvons implémenter et nous pouvons écrire quelque chose d'équivalent à un automate, en profitant de le degré
de structuration du langage de programmation à utiliser. Vous pouvez donc utiliser même autre manière pour présenter qui nous permet de présenter quelque chose d'équivalent à l'automate, mais non pas l'implémenter avec un ensemble de sommets et un ensemble de transitions exactement comme l'automate. Alors, au niveau d'un premier travaux pratique, implémentation d'analyseur lexical, c'est équivalent à la mise en œuvre d'un analyseur lexical. Au niveau de ce TP1, vous êtes invité à implémenter un analyseur lexical d'un code source CS. Alors pour ce faire, nous pouvons implémenter un programme simulant un automate. Alors il suffit d'écrire une fonction permettant de reconnaître l'unité lexicale nombre, l'unité lexicale identificateur, l'unité lexicale qu'on a traité au niveau du travaux pratique, donc mots-clés, et vous pouvez aussi ajouter à ça donc l'unité lexicale OPREL, l'unité lexicale séparateur. Comme ça, vous aurez donc 5 fonctions à proposer pour le premier travail pratique. Alors, au niveau d'un deuxième travail pratique, alors nous allons utiliser l'outil dit Flex ou Lex. Cet outil, il va nous permettre d'écrire à cet outil les définitions régulières et lui, par la suite, il va effectuer l'analyse lexicale en se basant sur les diverses définitions régulières que nous allons introduire au niveau comme paramètre au niveau de ce programme. Une quatrième section, donc avant la conclusion de ce chapitre, sera celle des erreurs lexicales. Et je vous demande, tout le monde, de chacun il essaye d'écrire ici un petit morceau de code là où il doit présenter une erreur lexicale. Donc en premier point, essayez d'écrire un petit morceau là où il y a une erreur lexicale. Par la suite, essayez de trouver comment nous avons la possibilité de programmer, à part le fait d'effectuer la mise, donc la classification des différents mots en unités lexicales, essayez de réfléchir s'il y a au niveau de cette erreur, comment le compilateur pourrait détecter une correction possible de cette erreur. Donc, essayez de réfléchir à comment nous pouvons proposer une correction. Je vous laisse quelques instants pour répondre à ces deux questions. Si un de vous pourra donc proposer un exemple, je suis à l'écoute.
Alors, comme exemple, si nous allons prendre l'exemple suivant. Donc, comme exemple, nous allons prendre ce petit morceau de code comme code source. Donc ça, c'est mon code source. Et nous allons ensemble essayer de voir qu'est-ce qu'il va se passer au niveau de la compilation. Là, je vais juste effectuer des petites rectifications à mon exemple. Alors, là, nous avons le code source suivant. Je vais ajouter au niveau de mon exemple pour traiter tous les points qu'on a présentés aujourd'hui. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il va se passer ici en effectuant l'analyse lexicale, donc en faisant appel à un analyseur lexical? Qu'est-ce qu'il va se passer pour ce petit morceau de code afin d'effectuer donc une mise en œuvre d'un analyseur lexical? Au niveau de l'analyse déjà lexicale, qu'est-ce qu'il va se passer? Nous avons dit que la phase d'analyse lexicale, elle va prendre ce morceau de code. Donc elle va prendre ce morceau de code. Et en première, je vais laisser donc tout ce qu'on a au départ. Elle va prendre ce morceau de code. Elle va commencer par supprimer les commentaires. Ça, c'est un commentaire. Il va être supprimé au niveau de la deuxième phase. Aussi, on a dit qu'elle va supprimer les retours à la ligne et les espaces. Ceci va nous permettre d'avoir donc if 1a. Ici, on ne doit pas avoir des espaces. La même chose ici et la même chose à ce niveau. Et on a dit qu'il va supprimer tous les retours à la ligne et les espaces. Alors, ça c'est la deuxième tâche dont on a parlé et ça va être le code qui va passer pour effectuer donc l'association à chaque mot une unité lexicale. Et juste avant de faire ça, et au niveau de votre code, un numéro de chaque ligne doit être accordé avant d'effectuer la première donc, tâche que j'ai fait, la deuxième tâche que je fais actuellement. Donc là, nous allons associer à chaque ligne un numéro pour qu'on puisse signaler l'erreur se trouve à quel niveau de ligne. Donc au niveau d'une analyse lexicale, nous allons associer à chaque ligne le numéro de la ligne adéquate. Par la suite, nous allons passer à supprimer donc les retours à la ligne et les espaces, tout en gardant que cette partie appartient à la deuxième ligne. Celle-là, c'est la troisième. A égale B appartient à la sixième ligne, point virgule. Et l'accolade fermante appartient à la huitième ligne, comme ça a été indiqué ici. Pour qu'on puisse par la suite, si nous allons indiquer qu'il y a une erreur lexicale, on doit préciser au niveau de quelle ligne cette erreur va être détectée. Alors, nous avons dit qu'au niveau d'un analyseur lexical, nous avons la numérotation des lignes, la suppression des commentaires, des espaces, des retours à la ligne. Et par la suite, avec ce code, tout en sachant que pour chaque ligne, pour chaque morceau, on est à quelle ligne, nous allons donc détecter, classer les divers mots au niveau de diverses unités lexicales. Alors là, je vais utiliser une unité lexicale identificateur. Une autre unité lexicale
pour mot-clé, une autre unité lexicale pour séparateur, une autre unité lexicale donc pour OPREL, et une autre unité lexicale pour les affectations et les additions, donc pour les opérations, affectation et addition. Alors là, je pense que nous avons toutes les unités lexicales qu'on pourrait utiliser pour ce code. Donc par exemple ici pour if qui appartient à la deuxième ligne, il va être classé au niveau de l'unité lexicale mot-clé. Le deuxième mot, ça va être une parenthèse ouvrante. Donc c'est un séparateur. Donc c'est un séparateur. Il va être classé au niveau de l'unité lexicale séparateur. Pour un A, nous n'avons pas la possibilité de le classer en tant qu'identificateur comme ça commence par un chiffre. Donc il commence par un chiffre, nous n'avons pas la possibilité de le classer en tant qu'identificateur. Certainement, il n'est pas un A, n'est pas une unité lexicale, donc il n'appartient pas à l'unité lexicale mot-clé. Il n'appartient pas à l'unité lexicale donc séparateur. Il n'appartient pas aussi à l'unité lexicale opérateur relationnel ni à l'unité lexicale opérateur donc de opération, l'unité lexicale opération. C'est pas un séparateur, c'est pas un OPREL, donc il n'est pas classé en aucun de ces diverses unités lexicales. Et même si nous allons citer toutes les unités lexicales possibles d'un langage C, nous allons trouver qu'un A ne peut pas être classé en aucune de ces unités lexicales. Et par suite, A1 est une erreur lexicale. Un A, il appartient à la ligne 2. Ceci veut dire, je vais ajouter ici, erreur lexicale. Et donc, là, nous avons un A qui appartient à la ligne initialement 2, la ligne 2, est une erreur lexicale comme nous ne pouvons pas le classer en aucune de ces diverses unités lexicales. Il ne respecte aucune expression régulière des diverses unités lexicales. Passons à la suite. Donc, point virgule, ça va être classé au niveau de l'unité lexicale séparateur. Donc ici, nous allons trouver l'unité lexicale séparateur. Nous allons trouver point virgule. Et point virgule au niveau de ligne toujours 2. Continuons, donc ici après le point virgule, nous avons A, c'est un identificateur, on pourrait le classer en tant que identificateur. Il appartient à la ligne 2 aussi. Et par la suite, inférieur, c'est un opérateur relationnel. On pourrait le classer à ce niveau, il appartient à la ligne toujours 2. Donc là, ici, on trouve que inférieur au niveau de la ligne 2. B, c'est un identificateur, un autre identificateur, qui appartient toujours à la ligne 2. Alors, point virgule, ici, c'est un
Donc ici, c'est un séparateur. Il appartient à la ligne 2. Et pour A, c'est un identificateur. Il appartient aussi à la ligne 2. Il est classé dans l'unité lexicale, comme vous voyez ici, identificateur. Et il appartient à la ligne 2. Par la suite, nous avons plus plus. On va le mettre au niveau de l'unité lexicale opération. Ligne 2. Et parenthèse fermante, c'est un séparateur. Parenthèse fermante, c'est un séparateur. Il appartient aussi à la ligne 2. Comme vous voyez donc, parenthèse fermante appartient à la ligne 2. Et donc il appartient à l'unité lexicale séparateur. Alors par la suite, accolade, ouvrante, donc c'est un séparateur aussi, à la ligne 2. Pardon, c'est la ligne, cette fois, non pas 2, on a passé à la ligne 3. Donc il appartient à la ligne 3. Et par la suite, nous avons A appartient à la ligne, c'est un identificateur, il appartient à la ligne, cette fois 6. La ligne 6, et c'est classé comme identificateur. Pour l'égal, c'est une opération d'affectation. Donc c'est une ici opération d'affectation pour le 3. Et ça va nous permettre de faire l'affectation. Il appartient à la ligne 6. Ça c'est pour l'égal. Pour le B, c'est un identificateur à la ligne 6. Identificateur au niveau de la ligne 6. Et enfin, une accolade fermante au niveau de la ligne, cette fois 8. Nous avons une accolade fermante. Et là, nous avons détecté l'erreur 1A à la ligne 2 et nous avons classé toutes les unités lexicales, donc tous les lexèmes au niveau des unités lexicales adéquates. Nous avons effectué l'opération, si vous voulez, manuelle, l'exécution manuelle de la reconnaissance des divers lexèmes et les classer au niveau des diverses unités lexicales. Alors, j'ai dit que pour cette erreur, c'est-à-dire un A, nous allons la détecter au niveau de la ligne 2 et nous allons indiquer à notre développeur qu'il y a une erreur lexicale au niveau de la ligne 2. Mais ceci n'est pas suffisant car on pourrait estimer l'erreur. On pourrait dire que soit, comme estimation, soit l'utilisateur a voulu écrire 11, soit il a voulu écrire A1. Donc, on pourrait lui dire, comme information supplémentaire, c'est une erreur, et l'erreur pourrait être, donc, vous avez écrit, 1A à la place de A1. Essayez de vérifier si vous avez permuté les caractères et ça c'est une manière de proposer une correction possible. Ou vous avez écrit un A en plus et donc vous voulez peut-être vous voulez écrire 1 ou plutôt 10 à la place de 1A. Ça c'est une proposition de correction que le compilateur au niveau de l'analyse lexicale pourrait effectuer. Ce genre de proposition de correction pourrait se faire à travers, là je vais reprendre au niveau de la présentation, pourrait se faire à travers des solutions algorithmiques dites intelligentes.
Par exemple, si vous allez poser la question à un enseignant, à votre enseignant de TP en langage C en première année, il va vous dire que chacun de vous, il va toujours commettre les mêmes erreurs. On a tendance à ce que vous êtes en train de toujours commettre les mêmes erreurs. Imaginez que au niveau de l'analyse lexicale, nous ajoutons une solution algorithmique qui a la possibilité de mémoriser les corrections effectuées par l'utilisateur. Et à travers ces corrections effectuées, vous pouvez proposer par la suite à celui qui est en train d'utiliser donc votre compilateur des corrections en se basant sur l'historique des corrections effectuées et validées par l'utilisateur. C'est un peu ce que Google est en train de faire lorsqu'il effectue une recherche sur un navigateur. Alors, j'ai dit c'est un peu comme ce que Google est en train de faire pour effectuer une recherche sur un navigateur, mais on appelle ça intégrer une sorte d'apprentissage, d'une solution d'apprentissage au niveau de la proposition des corrections des erreurs possibles. Alors, les erreurs, oui, la dernière partie que je suis en train d'expliquer, vous n'êtes pas en train de la bien assimiler. Mais juste une première question, est-ce que vous avez compris cet exemple? Cet exemple n'est pas clair? D'accord. Je reprends l'exemple dès le départ. Et essayez de m'interrompre là où vous avez n'importe quel problème. D'accord? Là, j'ai pris un morceau de code au départ. Donc, juste, je reprends dès le départ. Et j'ai écrit ce morceau. Et j'ai dit qu'est-ce qu'il va se passer au niveau de l'analyse lexicale. Juste, je vous rappelle qu'on a déjà traité un exemple pareil, à la différence près qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas des numéros. Mais c'est pas grave, on va refaire l'exemple ensemble et n'hésite pas à m'arrêter là où vous avez un problème, d'accord? Donc au départ, nous avons ce morceau de code en langage C, d'accord? Au niveau de ce morceau de code, nous avons au niveau d'une première ligne un commentaire. Au niveau de la deuxième ligne, l'utilisateur a écrit ceci. Au niveau de la troisième, il a écrit une accolade ouvrante. Et au niveau de cette ligne, il a écrit A égale B, mais il a mis des retours à la ligne. Par la suite, un ou plusieurs retours à la ligne, et nous avons une accolade fermante. D'accord? Alors, là, on va mettre en œuvre un analyseur lexical conformément à la définition de l'analyse lexicale qui va exécuter trois tâches différentes. On a dit qu'il y a une première tâche au niveau de la définition, et on a traité ça auparavant. Donc une première tâche, c'est une tâche, donc je dis primaire, primordiale. Par la suite, nous avons deux autres tâches qui sont des tâches secondaires. Donc si vous reprenez avec la définition, au niveau de ces deux tâches, vous avez principalement une tâche qui permet d'accorder, d'affecter un numéro d'une ligne à chaque ligne du code qui a été écrit, qui est notre langage source, d'accord? Et par la suite, vous avez aussi, à part le fait d'avoir un numéro de ligne, vous avez que nous allons supprimer les commentaires, les espaces et aussi les divers retours à la ligne. Ce qui va nous donner au niveau de notre code, celui-là, tout en sachant que pour par exemple if, il appartient initialement à la ligne 2. D'accord? Est-ce que vous êtes toujours en train de m'entendre? D'accord. Alors,
Là, donc, jusqu'ici, est-ce que tout est clair? Oui? D'accord? Donc, tout ce qu'on a fait par rapport donc, à ce qu'on connaît déjà, c'est que on a ajouté les numéros de ligne comme au niveau de la troisième tâche pour la définition de l'analyse lexicale. Et on a ajouté que on doit supprimer tout ce qui est commentaire et tout ce qui est espace et tout ce qui est retour à la ligne. Ceci va nous donner ce code source, tout en sachant que, par exemple, if jusqu'à la parenthèse fermante, ceci appartient à la ligne 2. Tu es d'accord? Oui. D'accord. Ça, ça a été écrit par l'utilisateur, celui qui est en train de programmer. Il pourrait utiliser cette manière d'écrire pour avoir plus de lisibilité pour lui. Alors que celui qui va effacer les espaces et les retours à la ligne, c'est le compilateur, car les espaces et les retours à la ligne n'ont aucun impact sur l'exécution du programme. Les commentaires aussi. L'utilisateur, il va écrire un commentaire pour lui pour qu'il se rappelle qu'est-ce qu'il est en train d'écrire comme programme. Mais un commentaire ne va pas être exécuté au niveau de l'exécution du programme par la machine. C'est pour ça le compilateur, il va simplement l'effacer. Le commentaire sert uniquement pour l'utilisateur pour qu'il puisse comprendre l'organisation de son programme. Tu es d'accord? Pour les espaces et les retours à la ligne, aussi le programme au niveau de l'exécution à la fin, après le passage de la traduction du code qui a été écrit par l'utilisateur en passant par le code qui va être généré comme code machine et exécuté par la machine, on n'a pas besoin de connaître s'il y a des espaces ou non. Le fait qu'il y a espace ou non, ceci ne change rien au niveau de l'exécution. C'est pour ça qu'on a dit que l'analyse lexicale, elle va exécuter ces trois tâches. Une tâche consiste à affecter à chaque mot une unité lexicale. Une autre tâche qui est secondaire qui consiste à accorder à chaque ligne un numéro car ce numéro va nous permettre de lui indiquer qu'il y a une erreur à quelle ligne pour par la suite qu'on puisse lui dire, au lieu de dire que AA c'est une erreur lexicale et s'arrêter ici, ça va être mieux de lui dire AA c'est une erreur lexicale. Ici, c'est une erreur lexicale, mais qui se trouve au niveau de la ligne 2. C'est pour ça on a associé à chaque ligne un numéro. D'accord? Pour la première tâche, c'est comme ce qu'on a au départ. La première tâche consiste, donc, qui est la tâche fondamentale. Une fois on a supprimé les commentaires, on a ajouté les lignes et associé les lignes à notre programme. Et on a supprimé les espaces et les retours à la ligne. Dans ce cas, nous avons la possibilité de traiter ce code tout en sachant que celui-là, donc if 1 a inférieur à b, donc là, je vais mettre entre, donc je vais mettre c'est la ligne donc 2. Par la suite, ça c'est la ligne, donc on sait que c'est la ligne 3. Et A égale à B, point virgule, on sait que c'est la ligne 6, c'est ça. Et l'accolade, donc, c'est la ligne 8. On sait ça et ceci va nous servir uniquement pour lui préciser là où il y a un problème au niveau de la compilation. Pour le reste, ceci doit être traité mot à mot et pour chaque mot, nous allons détecter, donc là pour if, nous allons détecter que if appartient à la ligne 2 et c'est une unité lexicale mot-clé. Donc notre if, ce n'est autre que il appartient à l'unité lexicale mot-clé. Par la suite, la parenthèse ouvrante, c'est un séparateur, il appartient à la ligne 2 et il appartient à, là c'est tout ce qu'on a, donc au niveau de cette colonne, ce sont les éléments de ce qu'il va être comme lexème reconnu en tant que unité lexicale séparateur. Donc là c'est l'unité lexicale OPREL et là c'est l'unité lexicale donc opération
Et là, c'est l'unité, là, ce qui n'est pas détecté comme unité lexicale, et ce n'est qu'une erreur. D'accord? Donc pour le if, il va être reconnu en tant que mot-clé. Et comment cette opération va être effectuée? Comment nous allons reconnaître que if est un mot-clé? Il suffit de vérifier avec l'expression régulière des mots-clés. Donc comme il fait partie de l'un des mots-clés, on dit que if est un mot-clé. D'accord? Comment reconnaître que la parenthèse ouvrante est un séparateur? Il suffit de faire appel à l'expression régulière des séparateurs, construire l'automate qui nous permet de classer le mot s'il s'agit de séparateur ou non. Donc nous allons trouver une transition parenthèse ouvrante qui va nous permettre de se déplacer à un état final. Et donc, on pourrait classer la parenthèse ouvrante en tant que séparateur. D'accord? Est-ce que cette partie est claire ou vous voulez plus d'éclaircissement? D'accord, donc je vous remercie pour votre question et on revient sur un autre point qu'on a indiqué. Une fois on a détecté que un A, qui appartient à la ligne 2, donc ne peut pas être classé à aucune des diverses unités lexicales. Dans ce cas, un A est une erreur lexicale au niveau de la ligne 2 du code initialement écrit par le développeur. Voilà notre 1A, il appartient à la ligne 2. Comme ça n'a pas été classé au niveau de aucune des diverses unités lexicales, c'est une erreur lexicale. Mais le compilateur, il ne va pas vous indiquer uniquement qu'il s'agit d'une erreur lexicale. Il va vous indiquer qu'il s'agit d'une erreur lexicale. Et généralement, il va vous dire que il va vous donner des propositions de correction. Et là, les divers compilateurs utilisent des solutions algorithmiques basées sur, j'ai dit qu'on pourrait avoir des solutions basées sur le fait de prendre la chaîne, celle-là, et chercher la plus proche qui est correcte. En faisant par exemple supprimer le 1 et vérifier si ceci pourrait être classé en tant qu'identificateur. Si c'est bien le cas, on pourrait lui proposer, voilà, peut-être vous voulez écrire A. On pourrait supprimer la dernière lettre, supprimer le A et laisser A, et lui dire, voilà, peut-être vous voulez écrire 1 à la place de 1 A. On pourrait lui proposer, peut-être vous avez fait une faute de frappe ou vous avez inversé le A et le 1. Donc, à part ça, j'ai dit qu'il y a d'autres solutions plus évoluées qui sont en train d'être développées même vers les années 2020 déjà, comme les solutions qui utilisent l'intelligence artificielle au niveau de la proposition des solutions possibles. C'est-à-dire au niveau de détecter l'erreur, il n'y aura pas de modification, car là nous avons une solution, celle de présenter une expression régulière, par la suite un automate et par la suite appliquer le mot comme entrée au niveau de l'automate et vérifier s'il peut être classé au niveau de l'une des unités lexicales. Si on pourrait bien le classer au niveau de l'une des unités lexicales, il n'y a pas d'erreur lexicale. Par contre, si le cas où nous n'avons pas la possibilité de le classer à aucune de ces diverses unités lexicales, dans ce cas, nous avons une erreur lexicale et pour la correction, au niveau de la proposition de correction possible, j'ai dit que on pourrait profiter du fait que chaque utilisateur peut commettre pratiquement toujours les mêmes erreurs. Et dans ce cas, le fait d'intégrer un logiciel intelligent qui permet de mémoriser les diverses corrections effectuées par un utilisateur, lors des prochaines erreurs, il va lui indiquer que, donc si lui, il inverse toujours les caractères, le logiciel pourrait lui proposer peut-être d'inverser les erreurs en premier lieu. C'est pour ça, donc, il va indiquer certainement une erreur lexicale, mais il peut quand même lui proposer une possibilité de correction. Au niveau de ces possibilités de correction, nous avons donc, on pourrait faire appel
à l'intelligence artificielle, on pourrait faire appel à la mémorisation des historiques des corrections à effectuer pour corriger les erreurs. Alors, c'est quoi la définition d'une erreur lexicale? On dit qu'il y a une erreur lexicale lorsque l'analyseur est confronté à une suite de caractères qui ne correspond à aucun des modèles MI d'unité lexicale qu'il a à sa disposition. Je reviens à l'exemple. Et si nous avons dit que un A est une erreur lexicale, lorsque nous n'avons pas pu classer un A à aucune de ces diverses unités lexicales. Il n'est pas un identificateur comme il ne respecte pas le modèle et l'expression régulière d'un identificateur. Ce n'est pas un mot-clé, donc il n'appartient pas à l'ensemble des mots-clés. Ce n'est pas un séparateur, il n'appartient pas à l'ensemble des séparateurs pour le langage utilisé. C'est pas un OPREL, donc c'est pas un opérateur de comparaison, donc on ne pourrait pas l'utiliser ou l'affecter à cette unité lexicale. C'est pas une opération, donc c'est pas aussi une opération, donc d'où c'est une erreur lexicale du fait qu'il n'appartient à aucune des unités lexicales prédéfinies pour ce langage. D'accord? Alors, ça c'est la définition de l'unité lexicale, d'une erreur lexicale au niveau de la classification. S'il ne peut pas être classé à aucune des unités lexicales, le mot représente une erreur lexicale. Alors, si je prends le cas suivant, ESL, et si on suppose que le développeur au départ, il voudrait écrire else à la place de ESL. Il a fait l'erreur où il a inversé les caractères S et L. Alors, dans un code source écrit en langage C, si l'analyseur traite le lexème ESL, si l'analyseur donc trouve ce genre de mot, comment il va faire son analyse? Il va tout simplement reconnaître ce mot en tant que quoi? En tant que identificateur. Comme S correspond au modèle M1 qui est l'unité lexicale identificateur et en se basant sur la définition qu'on a présentée, donc il pourrait simplement être affecté à l'unité lexicale identificateur. La correction de l'erreur ne peut pas se faire au niveau de l'analyse lexicale, mais elle va être traitée au niveau de la vérification de la grammaire, au niveau de la phase de l'analyse syntaxique. Comme l'analyse syntaxique, elle va traiter le code comme une seule phrase et non pas mot par mot. D'accord? Alors, on ne peut pas savoir ici s'il s'agit du mot clé mal orthographié ou l'analyseur syntaxique détectera une erreur pour qu'on puisse par la suite avoir plus d'idées sur la nature de l'erreur. Pour l'analyse lexicale, tant qu'il peut être classé en tant qu'identificateur, il n'y aura pas de signalisation d'erreur. Alors, ceci est la même chose au niveau de l'exemple que j'ai choisi. Bien que ceci est grammaticalement n'est pas correct, au niveau de l'analyse lexicale, aucune erreur ne va être signalée. Le fait que j'ai mis, donc, au lieu d'une seule condition, j'ai mis, si vous voulez, la syntaxe d'une boucle avec if, aucune erreur à ce niveau lexicale ne va être signalée à part celle que le mot 1A n'appartient pas à aucune de ces diverses unités lexicales. Et le fait d'écrire cette forme qui n'est pas donc correcte, mais c'est au niveau de l'analyse syntaxique que ceci va être traité. Ce n'est pas au niveau de l'analyse lexicale que nous allons détecter qu'il y a une erreur avec cette écriture. D'accord? Donc le choix de l'exemple, c'est pour vous dire que au niveau de l'analyse lexicale, cette partie, cet exemple, il y a une seule erreur qui est un A, il n'y a pas d'autre
erreur à signaler et même cette écriture qui ne correspond pas à la syntaxe du langage C, à la grammaire du langage C, ceci ne peut pas être détecté au niveau de l'analyse lexicale comme on est en train de prendre les mots un à un et les classer au niveau des diverses unités lexicales. Je reprends ici avec un autre exemple d'erreur. Et là, je prends l'erreur qu'on a détectée. Alors, pour l'erreur là où nous avons un i, dans un code source en langage C, si l'analyseur lexical traite le lexème 1i, alors s'agit-il d'un 1, de i ou de i1? Qu'est-ce que l'utilisateur il voudrait écrire? L'analyseur lexical peut signaler qu'il y a une chaîne AI ne correspond à aucune unité lexicale définie. Et on pourrait faire appel ici à l'intelligence artificielle pour proposer pour estimer qu'est-ce que l'utilisateur voudrait en fait écrire réellement. Et là, c'est un champ de recherche qui est ouvert pour améliorer les divers, donc si vous voulez, compilateurs. Au niveau théorique, au niveau de la solution, au niveau de l'unité lexicale, il n'y a pratiquement rien à faire car nous avons une solution. Je vais faire appel là à votre matière donc, de complexité algorithmique. L'analyse lexicale se fait avec une solution déterministe polynomiale, une solution algorithmique très rapide. Le fait de présenter donc reconnaître si le mot appartient à une unité lexicale ou non à travers en utilisant la méthode des automates. Ceci peut se faire dans un taux déterministe polynomial très rapide. Donc il n'y a pas vraiment quelque chose de plus à ajouter au niveau de l'amélioration des solutions lexicales existantes aujourd'hui. Par contre, au niveau de la proposition des corrections possibles, là il y a un travail à faire. On pourrait même faire un projet de fin d'études ou de, si vous voulez, même de master sur ce sujet, là où il est possible de faire appel à l'intelligence artificielle pour proposer des solutions intelligentes comme des corrections possibles à une erreur lexicale détectée. Alors, dans un code source en langage C, si l'analyseur lexical traite le lexème 1i, il ne correspond à aucun modèle, plusieurs stratégies sont possibles. Il y a par exemple une des stratégies connues, il y a le mode panique, ignorer les caractères qui posent problème et continuer. Par exemple, on pourrait ignorer le A et continuer, ou on pourrait ignorer le I et continuer. Et cette manière de résolution est très importante car je vais vous expliquer surtout que c'est pas uniquement au niveau de la proposition des diverses solutions possibles, mais lorsque le compilateur détecte une erreur lexicale, est-ce qu'il va s'arrêter à ce niveau ou il va compléter tout le processus de l'analyse de la compilation? En fait, il doit faire de sorte, il corrige automatiquement l'erreur pour qu'il puisse compléter l'analyse syntaxique, sémantique, génération de code et proposer toute une liste d'erreurs possibles à l'utilisateur. Lui, par la suite, il pourra profiter de cette liste pour corriger ses erreurs. Alors, on dit généralement aux étudiants, si vous avez une liste d'erreurs à corriger, si vous n'êtes pas en train de maîtriser c'est quoi le mode utilisé par le compilateur pour corriger automatiquement les erreurs et continuer le processus de compilation, commencez par corriger la première et recompiler de nouveau. Par contre, si vous maîtrisez déjà le mode utilisé pour la correction, vous pouvez corriger plusieurs erreurs dès la première fois. Alors pourquoi? Car si vous n'avez aucune idée sur le mode utilisé au niveau de la correction, les autres erreurs suivantes qui vont être détectées vont être
basé sur la correction automatique effectuée par le compilateur qui n'est pas nécessairement celle que vous avez réellement commis lorsque vous avez tapé votre programme. Alors, le deuxième mode, on pourrait transformer le code source, insérer un caractère, remplacer et changer. Donc, ce sont deux petits modes auxquels je peux vous ajouter. On pourrait carrément ajouter un processus d'apprentissage. Il va se baser sur les types d'erreurs que vous êtes en train de commettre et corriger pour qu'il les mémorise et les utilise lors de la compilation pour effectuer cette correction automatique. Et attention, ceci est très important de l'améliorer car c'est pas uniquement au niveau de la première erreur qu'il y a un problème, mais cette manière de penser pour corriger les erreurs va impacter toutes les autres erreurs qui vont être signalées aux étudiants pour corriger leurs erreurs. Généralement, si on prend un étudiant qui n'est pas en train de maîtriser les divers modes de correction, on lui demande corrige la première et effectue à nouveau la compilation avec le bouton compiler pour que tu peux connaître toujours c'est quoi la première erreur. Car il n'y a pas de garantie que l'erreur corrigée par le compilateur est la même commise par le développeur qui est en train d'écrire le code source. Donc, j'ai dit simplement que au niveau des erreurs, il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer les compilateurs si vous essayez donc de vous investir au niveau des divers modes de correction automatique. Ceci pourrait euh, réduire le temps au niveau de la compilation des erreurs par un développeur. N'oubliez pas qu'un développeur confirmé, celui qui travaille au niveau de développement, il passe le 2 tiers de son temps à corriger les erreurs qu'il a commises au niveau du code qu'il a écrit et simplement le 1 tiers de son temps pour écrire le programme. Avec ça, on a terminé donc cette section. Donc la dernière, ça va être une conclusion de ce chapitre. Et au niveau de ce chapitre, ce qu'il y a à retenir, donc les diverses définitions et notations, c'est-à-dire la notion de modèle, la notion donc aussi de utiliser l'expression régulière et utiliser aussi donc les automates. Et on a au niveau de la quatrième section, on a présenté les erreurs lexicales et on a dit que ceci reste ouvert au niveau de la recherche pour améliorer un compilateur au niveau de sa phase d'analyse lexicale. Il est possible de s'investir au niveau de la proposition des corrections automatiques des erreurs afin d'améliorer tout le processus de compilation car toutes les autres erreurs vont être basées sur cette correction automatique. Toutes les autres erreurs détectées au niveau des diverses phases suivantes vont être basées sur l'estimation de la correction de l'erreur proposée par le compilateur. Alors, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Donc, avez-vous des questions? On arrive ici presque au terme de cette séance. Alors, si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Alors, si tout est clair, nous allons en fait clôturer cette séance de cours à ce niveau. Donc là, la séance est terminée au niveau du cours. Et on va passer à la séance de travail pratique. Alors pour le travail pratique, vous avez l'énoncé de votre travail pratique. Je reste connecté, mais euh, je ne vais pas utiliser Google Meet. Je reste connecté et vous avez la possibilité de m'envoyer des emails pour poser des questions afin que je puisse vous assister sur donc à propos de votre travail pratique, le premier travail pratique que vous avez l'énoncé. Celui qui n'a pas l'énoncé, il pourra m'envoyer un email. Je vais lui envoyer l'énoncé de son travail pratique.
pratique. Si vous avez des questions pour le cours, je suis là. Merci à vous. Donc, juste, vous pouvez donc, nous allons rester en contact par email. Par la suite, nous allons, au niveau de votre espace de cours, créer un forum au niveau duquel vous pouvez poser les questions de travaux pratiques. Je vais déjà insérer le travail pratique au niveau de votre espace de cours UVT, Université virtuelle, donc celui qui vous a été communiqué. Si vous avez des problèmes à accéder à cet espace, vous pouvez me contacter par email sur cette adresse email pour demander que ce soit de l'assistance au niveau du travail pratique, que ce soit si vous avez donc des questions, de l'assistance, si vous avez besoin de documents. Je reste donc connecté jusqu'à 16h20 tout au long de la semaine jusqu'à la prochaine séance de cours compilation. Au niveau du forum que je vais lancer au niveau de votre espace de cours, vous pouvez poser vos questions à propos de ce cours. D'accord? Vous allez aussi avoir au niveau de l'espace une vidéo pour ceux qui ont assisté en retard. Ils peuvent donc avoir cette vidéo, donc ils peuvent poser aussi des questions au niveau du forum. Merci pour votre attention et donc on se voit vendredi déjà et je reste ici connecté donc pour vos questions travail pratique. Merci à vous.